Bonsoir, je m'appelle Lisandro Leblanc. C'est ma première animation avec l'AOF ce soir, donc je suis vraiment très, très heureuse d'être là, d'autant qu'on va avoir une très belle soirée avec l'auteur Louenas Hassani. Merci à toutes et à tous de vous joindre à nous pour cette croisée des mots virtuelle qui est proposée par l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Donc, comme je le disais, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec le romancier Louenas Hassani, un auteur chevronné, très connu, très intéressant de la région d'Ottawa-Gatineau et d'origine algérienne aussi, il faut le dire, puis on va en parler tantôt aussi, et qui vient tout juste de publier son dernier roman, Fou d'Alam, aux éditions David. Alors, je crois qu'on va passer un très bon moment en sa compagnie ce soir. La Croisée des mots est une initiative de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français en partenariat avec le salon du livre du Grand Sudbury et la Bibliothèque publique de Toronto, qui permet aux lecteurs et lectrices de rencontrer les auteurs et autrices de chez nous et d'apprécier la richesse de la littérature franco-ontarienne. Gens du public, il y a des gens qui sont sur Zoom, il y a des gens qui sont sur Facebook aussi. Ceux qui sont sur Zoom, on vous invite à poser vos questions à l'auteur dans la fonction questions-réponses qui est juste en bas là, dans la petite barre. Et nos amis Facebook pourront également le faire aussi sur la diffusion en direct qui est sur la page de la AOF. Tout dépendant de comment ça va pendant cette heure-là, je pourrais soit prendre vos questions là, sur le coup, si c'est bien dans la thématique qu'on est en train d'explorer. Sinon, il va y avoir une petite période de questions aussi à la fin. Bien, je dis une bonne période de questions d'environ 15 minutes où je prendrai donc les questions autant sur Zoom que sur Facebook. L'AOF tient à remercier ses bailleurs de fonds, sans qui cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Le Conseil des arts du Canada, la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts de l'Ontario et Patrimoine canadien. Je tiens aussi au nom de l'AOF et en mon nom à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Louenas Hassani maintenant. Il est né à Béjaïa, en Kabylie-Maritime. Il a quitté l'Algérie en 2001 pour poursuivre ses études en France, à Paris. En 2006, il immigre au Québec. Il enseigne présentement dans une école francophone à Ottawa. Il a déjà publié 2 romans aux éditions L'Interligne, La coureuse des vents en 2016 et La République de l'Abîme en 2017. Fou d'Alam est paru en août 2022 aux éditions David et c'est son 3e roman. Donc, je cède la parole à Louenas qui va commencer cette belle soirée en vous lisant un extrait de Fou d'Alam, qui est son plus récent livre. Bonjour d'abord, et merci Bonjour. pour tous les amis qui nous ont rejoints. Alors, j'ai pris au hasard un petit texte, un petit exemple de mon dernier roman, Fou d'Alam. Le temps était suspendu depuis notre dernière rencontre. 1 année et demie que nous cultivions le possible. 17 mois pour avoir enfin mon premier rendez-vous avec elle. Une idylle élevée sur des regards, des sourires et un fagot de chimères. Nous aurions pu écrire un livre pour les amants des yeux, pour les sourires qui éclosent le jour pour allumer les lampadaires de l'insomnie la nuit. La première fois que je l'ai vue, j'étais à ma 2e année en Master 2. Elle était alors en 4e année de médecine. Elle surgit au milieu d'une foule d'étudiants. Je manquais de tomber en syncope. Un songe vaporeux de lumière qui révolutionnait le paysage. Des yeux de houri, des cheveux beaux, onduleux, le balancement aérien. Belle, longiligne, elle ne marchait pas. Elle tanguait sur la surface impalpable de mes fantasmes. Le brin doré de sa peau sied aux déesses d'Orient et il y avait sur la bouche charnue qui éclaire son visage l'empreinte de l'indélébile Saguet. Elle avait le regard baissé, presque effacé, la pudeur qui grave la géologie de la mémoire. Oublie alors, entendis-je, comme dans un reste d'écho, la voix de mon ami Jugurtha, dont j'avais oublié la présence. Oublie, je te dis. Oubliez quoi? Oublie-la, ça ne couche pas sur terre, les houris. Tout le monde a essayé, pas l'anse d'une lueur. Une citadelle imprenable, je te dis. Ou alors quoi? Rétorquai-je, saisi de la même fixité pour qu'il ne sorte pas du champ de mon regard. Il faut voir les bolides qui stationnent quand elle est là, des riches comme Crésus. Elle ne scie aucunement, je te dis.
C'est une lesbienne. Il n'y a pas d'autre explication. Les hommes ne l'intéressent pas. Ou son flegme est taillé dans le métal de l'insensibilité. Et quoi encore? Mais tu vas où? À tout à l'heure. C'est peine perdue, je te dis. Reviens. Je me tournais. Elle est dans quel institut? Dans quel institut veux-tu qu'elle soit? Où se trouvent les perdrix? Je m'élançai de peur qu'elle ne s'évapore dans le désert de l'oubli, courus la rattraper avant les oliviers qui séparent de l'Institut de médecine, parce que les perdrix, c'est là qu'elles nichent en effet. À l'Institut du professeur Mahfoud Boussebsi, ce psychiatre assassiné en 93 par les terroristes islamistes, parce qu'il avait des rêves d'audace et de grandeur pour son pays. Je m'arrête là. C'est tellement un bon extrait parce que je trouve qu'il touche un petit peu à tout ce qui est important pour toi aussi dans l'écriture. Hein, Louis-Nance, on parle autant d'amour-passion que d'artiste, on sent aussi je vais dire ta haine, mais en tout cas le fait que tu n'aimes pas l'intégrisme, que tu le dénonces aussi. Donc, il y avait tout ça dans cet extrait-là quand même, qui vient donc du Fou d'Alam. Je voulais te demander, parce que déjà le titre, hein, c'est puissant, on sent tout de suite, là, on peut juste comparer à Fou d'Allah et Fou d'Alam, Alam étant le nom de la personne, de la fille, de ton personnage, duquel ton personnage principal est amoureux. Donc, comment est-ce que Fou d'Allah versus Fou d'Alam, est-ce qu'à l'intégrisme, tu as décidé d'opposer le pouvoir de l'amour dans ce roman-là, si je comprends bien? Oui, dit comme ça, c'est un petit, disons que c'est une réponse naïve pour quelque chose de beaucoup plus complexe, à savoir un intégrisme et un populisme qui a de plus en plus pignon en rue, et puis qui n'est pas valable uniquement au monde dit l'islam, mais malheureusement à tous les mondes. Et le roman aussi essaye de déconstruire à travers une histoire d'amour le concept de la vérité. Alors, personne ne détient la vérité et la vérité de chacun ne vaut pas plus que sa vérité. J'ai envie de raconter une petite anecdote. Mes enfants me reprochent souvent de tuer mes personnages à la fin. Alors, je me suis dit, tiens, voici une occasion, parce que nous sommes en pleine pandémie, donc il y a le drame. Et il y a une tragédie, une pandémie mondiale qui a redéfini beaucoup de questions, qui a posé des questions qui n'ont jamais été posées d'une manière aussi urgente, à savoir la question notamment du rapport des hommes aux hommes, des hommes aux femmes, mais aussi du rapport des hommes à la nature. La pandémie a posé la question cruciale, posée notamment par de grands philosophes comme Spinoza: est-ce que l'homme est un empire dans un autre empire? Et la pandémie nous a démontré magistralement que nous ne sommes pas un empire dans un empire, et que si nous ne faisons pas quelque chose et de manière urgente, la Terre va guérir de nous, tout simplement. Donc, pour revenir à la question, donc Alam, Fou d'Alam, au départ, le roman, Lisanne, devait s'appeler L'amour au temps du coronavirus et de la colère ou de la répression. Donc, il y a 3 thématiques centrales: la pandémie et la réaction et les questions existentielles, etc. Parce que la pandémie pose un lot d'autres questions: la question de la vieillesse, la question de l'environnement, l'urgence climatique, qui pose la question de la dictature, hein, parce qu'il s'agit aussi la pandémie a été l'occasion pour beaucoup d'États dans le monde et pour beaucoup de pays, aussi bien les démocratiques que les dictatoriaux d'entre eux, de redéfinir le vivre ensemble en disant attention, voilà, et du coup, on remet en cause beaucoup de nos libertés qu'on croyait acquises. Et donc, le roman fait appel en 1984, il y a une intertextualité avec le roman de George Orwell, 1984, comment, avec le langage, on arrive à aliéner, à maîtriser, voire à désorienter les foules. Donc, il y a la question de la répression, il y a la question de l'amour. Donc, je ne voulais pas, en effet, rajouter une tragédie à une autre tragédie. Donc, il fallait que l'amour soit comme une fleur éclose au milieu de ce désert caractéristique, de ce déluge de toutes les inimitiés, on va dire comme ça.
Et puis, donc, l'amour, la répression, et puis la troisième question, la pandémie. La pandémie a posé des questions jamais posées de cette manière auparavant. Le rapport que nous avons avec nos vieux, les bâtisseurs de nos sociétés. Et puis, il a fallu, pour que j'écrive ce roman, je l'ai écrit en 3 mois à peu près, disons le jet premier, mais il fallait chercher un petit peu, chercher dans des sujets, notamment la question de la gérontologie, et comment les vieux, parce que la pandémie nous a tellement surpris qu'on s'est retrouvé face à une situation où nos vieux, nos bâtisseurs, encore une fois, n'avaient même pas le temps de dire adieu, de dire au revoir à leurs enfants. Et paradoxalement, dans les sociétés où l'on vit le mieux, où l'on a le plus de liberté individuelle, à savoir l'Occident, c'est là où vivent le plus mal les vieux, parce qu'on a un rapport complexe par rapport à la société industrielle qui compartimente la vie humaine en 3 étapes. Tu as la première étape, le premier tiers de la vie, on nous prépare à travailler. Le deuxième tiers, on travaille. Puis le troisième tiers, rupture totale de la société. On dit aux vieux, avec la sacralisation de la jeunesse, notamment avec la société de nos jours, on dit aux vieux, écartez-vous du chemin, faites des voyages, etc. Et puis, au bout de quelques années, on les enferme on va dire, dans des prisons dorées. C'est fou. Là, dans ta réponse, tu as touché à comme toutes les questions que je veux poser. On dirait que certains éléments, mais ça va m'emmener peut-être à parler de l'ironie un peu de cette pandémie. J'ai senti qu'il y avait comme une certaine ironie que tu évoquais, autant en Algérie, hein, parce que là, tout d'un coup, là, je vais retrouver comment je l'avais écrit, là, mais tout d'un coup, les islamistes sont forcés d'écouter la science. Daesh suspend ses activités pendant la pandémie. La globalisation fait entrer l'Algérie dans la modernité et apporte une certaine liberté, mais en même temps, il y a des restrictions. Paradoxalement aussi, ben là, on voit que la différence justement de comment le Canada traite ses personnes âgées versus l'Algérie, très, très différente aussi. Donc, est-ce que ça aussi, c'était quelque chose que tu voulais, qui t'est apparu pendant la pandémie? Exactement. D'abord, je vais revenir au départ à l'origine du roman, à l'origine de l'histoire. Je voulais, comme tu dois le savoir, Lisanne, je voulais écrire une allégorie, disons, pour enfants, mais c'est très difficile d'écrire pour des enfants. Et puis, un ami philosophe me dit, pourquoi tu n'écrirais pas directement pour des adultes? Et puis, j'ai trouvé que c'était en effet un sujet tellement pertinent, mais en même temps, le terreau est fertile. Il fallait documenter un certain nombre de questions, comme la question de la vieillesse, comme la question du langage, comme la question etc. Et puis, aller de l'avant. Mais comme tu l'as formulé dans ta question, effectivement, la première chose que des situations dramatiques d'ampleur mondiale posent aux sociétés, c'est qu'elles nous mettent face à nos paradoxes, face à nos contradictions en tant qu'humains. Et puis, c'est là qu'on découvre que nos limites d'humains, justement, nous ne sommes pas un empire dans un autre empire, nous sommes une espèce comme n'importe quelle espèce. Et on découvre qu'au final, les démocraties, comme les dictatures, l'humain en général, est tellement fragile que dès qu'il n'y a pas le policier à côté, dès qu'il n'y a pas l'autorité à côté, dès qu'il n'y a pas, on va dire, la pression sociale, parce qu'on était retiré dans nos espaces individuellement, etc., reprennent les instincts primitifs. Donc, ainsi, dans une société comme la mienne, après 3 ans où le peuple a fait un rêve grandiose, à savoir transiter vers une société démocratique plus ou moins, une société plus ou moins sécularisée, etc. Et soudainement, la pandémie offre sur un plateau d'argent le prétexte pour beaucoup d'États, notamment l'Algérie, afin qu'ils reprennent du poil de la bête et qu'ils répriment
toute manifestation. Donc, il reprend du poids de la bête, il devient soudainement puissant, il fait passer tout un arsenal juridique de lois restrictive, criminalisant la différence, criminalisant l'opinion, criminalisant tout simplement la liberté d'expression. Et paradoxalement, dans le roman, il y a un médecin qui vit au Canada, et lui, c'est un petit peu la facette côté occidental qui n'en revient pas que l'on puisse traiter à ce point aussi atrocement, aussi terriblement les aînés. Il ne revient pas parce qu'il est très, très attaché à sa grand-mère qui est en Algérie. Et puis, sa grand-mère lui dit toujours comment ça se fait qu'un pays aussi riche, que des pays aussi riches, que des pays aussi bien nantis puissent traiter les gens qui ont bâti leur liberté, leur démocratie, être ainsi parqués et mourir loin des leurs. Donc, je pourrais m'étaler pendant longtemps sur cette question, mais pour résumer, la pandémie nous a mis face à beaucoup de questions existentielles. La question de la mort et la question de la vie. Il nous a mis face à la question de le vivre ensemble démocratique. Est-ce que le vivre ensemble démocratique, est-ce que nous, en tant qu'individus, si on nous laissait librement, on est capable de vivre ensemble, et on découvre qu'à travers la pandémie, que finalement, il faut qu'il y ait une autorité, une force, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour surveiller l'humain. Et puis, en même temps, au milieu de tout ça, il y a, bien sûr, parce que c'est pas juste un roman dramatique, c'est aussi un roman d'espoir, il y a cette possibilité d'individus, parce que le monde, je dis dans le roman, le monde ne change pas par l'événement, ne change pas par les grands événements qui changent l'histoire. Ce n'est pas vrai, c'est beaucoup plus de l'utopie, de la littérature, de la poésie, mais il change par les petites choses de la vie de tous les jours, les solidarités quotidiennes, les petites militances ça et là, le papa et la maman qui inculquent certaines valeurs, etc. Et puis là surgit l'amour qui est un pied de nez contre cette dictature, mais aussi qui défie aussi la pandémie. Et donc l'histoire d'amour, il traverse un petit peu le drame, le chaos, un petit peu comme un ricochet sur une onde, on va dire, agitée. Oui, et puis qui transcende, qui défie aussi la religion, puis oui, je pense que c'est ton livre peut-être le plus optimiste, le plus, je veux dire, léger, mais pas dans le sens des thématiques, mais de ce qui s'en dégage finalement. Il me semble qu'il y a comme, il y a un appel d'air, il y a quelque chose de très beau qui en ressort, oui, c'est ça, d'encourageant. Tu sais, Lisanne, moi je crois que toute idée, comme l'ont expliqué magistralement de très grands philosophes comme Nietzsche ou comme Spinoza, vient du corps. Donc, il vient du corps dans le sens qu'il vient de nous. Je veux dire, le roman est un petit peu aussi à mon image. Je veux dire, lorsqu'on écrit un roman, généralement, en tant que romancier, enfin, on se dit, on a une certaine tendance à vouloir toujours terminer par un drame. Et puis, on se dit parce que la vie est d'essence dramatique. Mais moi, je suis, enfin, c'est pas que je suis contre, mais je veux dire, la vie est comme l'écriture. Quand on commence un roman, on ne sait pas où on va le terminer. Il se construit au fur et à mesure, et puis c'est une aventure, et qui aboutit à quelque chose. Ainsi est la vie. La vie est parfois dramatique, mais force est de constater que la vie continue et que l'espoir persiste, hein, pour le dire aussi naïvement. Je ne me rappelle pas d'une belle phrase que j'ai lue quelque part, le désespoir dit d'arrêter, c'est-à-dire arrête à ce coup, et puis l'espoir dit essaye une autre fois, parce qu'on n'a pas essayé grand-chose en fait. Hein. Ce qui m'amène un peu à te demander aussi, vu que la pandémie occupe ce livre-là, puis
Je pense que ça a été difficile aussi pour les créateurs, la pandémie. Hein? Ça pouvait être assez éteignoir, même si on a eu du temps. Parfois, c'était l'argent qui manquait. C'était aussi l'angoisse, hein, de cette pandémie-là. Mais pour toi, tu dis que tu l'as écrit en 3 mois, donc ça a été assez fécond comme pandémie, si on veut. Ah oui, oui, c'était assez fécond et assez fécondateur, en effet. C'est que, je veux dire, la pandémie, c'est ce que je raconte dans le roman, c'est que la pandémie, les deux personnages, le papa et la maman d'Elian, qui se retrouvent après tant de séparation par rapport au travail du papa. Et puis, la pandémie était l'occasion de raffermir leur amour après plus de 30 ans de mariage, de renforcer un tas de choses. Et puis, la pandémie, c'est comme toute chose. Le fait d'être cloîtré à la maison a été bénéfique pour des gens. Et j'en fais partie. Hein. Je veux dire, je n'ai jamais eu autant de temps aussi bien à écrire qu'à jouer avec mes enfants, que m'amuser avec ma famille. Mais en même temps, le côté social, on était un petit peu coupé du monde. On ne jouait plus, on ne rencontrait plus, etc. Et il a été dramatique, par exemple, pour les femmes qui subissent des violences conjugales, dramatique pour les enfants qui subissent des violences, dramatiques pour les vieux qui est les plus touchés par la pandémie, parce que c'est une question, on dirait, qui ne se pose plus. On dirait que la pandémie, parce qu'on est habitué à sa mort répétitive, on a tendance à la dédramatiser à tel point que on a eu des campagnes électorales où personne n'a parlé de ces questions, des questions de nos aînés qui meurent dans l'indifférence et le silence le plus total, loin des gens. Donc oui, le roman, enfin moi, quand on est enseignant et qu'on est papa, et puis avoir du temps comme ça, c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de... Oui, l'enseignant me lancerait sur une autre question, mais j'aimerais juste qu'on termine avec la pandémie, juste parce que quelque chose qui était assez fort dans Fou d'Alam comme thème, c'était la question environnementale. Tu en as parlé un peu tantôt, mais cette idée que la nature reprend ses droits, les animaux reviennent dans des endroits où ils avaient disparu, l'idée que la Terre a pas tant besoin de nous, finalement. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous un peu pris conscience, mais toi qui t'es apparu là, vraiment une évidence pendant la pandémie. Euh, les deux personnages centraux du roman, c'est Elian, qui est un philosophe. Pourquoi le prétexte du philosophe? C'est parce que le philosophe est un briseur d'impensés et de tabous. Donc, il fallait traiter un certain nombre de questions qui sont des impensés dans ma société et dans beaucoup de sociétés. Et puis, Alam, Alam veut dire en arabe rêve, qui est une future médecin ou une médecin parce qu'il a eu à exercer pendant la pandémie pour le manque de travailleurs dans la santé. Et donc, le philosophe, c'est pour briser des impensés, et puis le médecin pour redéfinir, pour repenser, mais aussi pour réfléchir sur notre rapport au corps. Dans ma société, le rapport au corps, le rapport à la femme n'est pas, à notre première altérité, n'est pas le même qu'en d'autres sociétés. Et puis, donc la pandémie, il a eu à poser beaucoup de questions sur sur les sujets de l'altérité. Comment revivre ensemble, parce qu'on dirait que avec les idéologies meurtrières montantes, avec toutes sortes de populismes, on ne revendique pas assez de pans entre nos altérités. Et puis, quand je parle de notre première altérité, à savoir la femme, mais je parle aussi de la question des immigrés ou des immigrants, de la question des minorités, etc., que la pandémie, on dirait que les États ont mis tout dans des concepts fourre-tout
Mais entre-temps, c'est des droits humains qui ont été bafoués, c'est des intégrités physiques et morales qui ont été bafouées. Mhm. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question, Lisa? Oui, oui, oui. Ben, oui, quand même, t'as augmenté Je le m'étais rayon de perdu. cette question. C'est parfait, c'est excellent. Ben, tu parles justement de philosophie. Puis c'est sûr que en ayant lu tes deux autres livres aussi, je vois que c'est très présent aussi. Tantôt, tu parlais de Spinoza dans Foudalam, on est dans Schopenhauer, Bourdieu, que tu cites abondamment. Quelle place ça a pour toi dans ta vie d'écrivain et de lecteur de côtoyer les philosophes, de t'en nourrir? Euh, j'ai la chance d'avoir un ami philosophe et puis avec qui nous avons des échanges tout le temps. Et puis, on s'inter-influence littérairement et philosophiquement. Et donc, ça me permet d'approfondir cette question. J'estime que la philosophie, c'est la vie de tous les jours, en fait. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. La philosophie, c'est la sagesse. Et lorsque on multiplie les possibilités de lecture, on découvre que ta vérité ne vaut pas plus que ta vérité. Et que donc le principe même de dire que je détiens une vérité est un total contresens. Et donc le roman, mes trois romans, je peux dire même le quatrième qui va bientôt sortir en Algérie, mes quatre romans sont des interrogations avant tout, sont des choses parce que quand on lit la philosophie, on apprend que la vérité est l'enfant du langage. Or, on peut faire du langage la pire des prisons, parce que des prisons, la pire est celle du langage, ou parmi les pires est celle du langage. Parce que le langage, lorsque nous disons un mot aujourd'hui, nous disons une pensée de 3000, 4000, 5000 ans. Lorsque nous prononçons un mot, c'est une cage, en fait, de sens qui nous est rapportée par des millénaires de constructions historiques, sociologiques, anthropologiques, etc. Et donc, lorsque on lit la philosophie, on comprend qu'il faut faire attention aux concepts. Il m'arrive souvent, par exemple, de lire des auteurs et je trouve une facilité déconcertante de certains à tomber dans le piège de certains concepts. Par exemple, quand on dit un concept comme peuple, un concept comme, je ne sais pas, c'est un concept c'est une bombe explosive entre nos mains. Il faut la manier avec soin. Et le roman, par exemple, Foudalam, il fait référence à George Orwell parce que pendant la répression, je vais ouvrir, parce que l'occasion m'est donnée, je vais ouvrir cette occasion, je veux dire cette question. Dans George Orwell de 1984, Oceania, la dictature Big Brother, et on pense à minimiser au maximum le langage. C'est-à-dire Le novlangue. la novlangue ou le novlangue, le minimiser au maximum, à tel point que les gens, pour dire quelque chose, on peut dire par exemple 10 choses avec un seul mot. Parce que la dictature avait compris que plus on réduit le langage, plus on réduit les possibilités de la pensée, les possibilités de la pensée multiple, les possibilités de la différence. Donc la dictature, en général, George Orwell, avec sa dystopie, un roman d'anticipation hors pair, a eu cette idée, mais c'est une idée qui n'était pas partie du néant, c'est une idée qui a existé depuis la nuit des temps. Si lui, il a pensé l'idée de minimiser le langage, les dictatures de nos jours, que ce soit l'islam politique en tant qu'idéologie, hein, que ce soit l'islam politique en tant qu'idéologie, que ce soit les populismes qui refont surface de nos jours, que ce soit le fascisme, le nazisme, etc., ils
ils n'ont pas réduit au maximum le langage, mais ils ont formaté le langage. Ils ont créé un certain nombre de concepts et de mots afin que les gens les répètent, les ressassent, et donc on subit une aliénation par le langage. Aujourd'hui, dans nos sociétés, le roman, il raconte, par exemple, les 3 ans du grand rêve que nous avons fait, le Irak en Algérie, pour se sortir de la dictature. Et puis, le philosophe se pose la question du langage, les mots qu'on met dans la bouche de nos enfants. Et quand je dis les mots que nous mettons dans la bouche de nos enfants, je parle aussi de l'école. Les mots que nous mettons, si on mettait aujourd'hui dans la bouche de nos enfants, des mots comme démocratie, comme sécularité, comme laïcité, comme vivre ensemble, comme fraternité, comme égalité, etc., naturellement, la société future sera ouverte, naturellement. Mais si à la place de ça, on enferme le cerveau dans un certain nombre de concepts illicites, interdits, impensés, tabous, il ne faut pas douter, il ne faut pas questionner, etc., eh bien on aura une société naturellement plus fermée. Donc, la dictature des mots n'existe pas que dans les sociétés comme la mienne, mais aussi dans la société de consommation d'aujourd'hui. La société de consommation d'aujourd'hui fait, je dis un mot simplement, la concurrence. C'est aujourd'hui dans la machinerie publicitaire, propagandiste autour du travail, on fait passer la perte de la liberté individuelle après le travail pour une autonomie dans le travail. Donc, il y a un processus, même là, et qui est sournois par rapport à la société démocratique. C'est une forme de propagande aussi, finalement, Oui, par le langage. Ce qui m'amène un peu, parce que là aussi, je sens, tu es passionné, puis je sens l'enseignant aussi un peu qui se dessine, et je me demandais quelle place il a, l'enseignant, quand Louénas est dans Louénas, l'écrivain, finalement, parce qu'au-delà de la beauté, du plaisir d'écrire ton histoire, disons, Fou d'Alam ou les autres, je sens qu'il y a quand même quelque chose, tu as une envie d'inculquer qui est peut-être chez tous les écrivains à des degrés divers, mais puis il y en a sûrement qui n'ont pas cette envie-là, mais est-ce que c'est présent chez toi? Est-ce que tu le sens, l'enseignant qui prend la place des fois de l'écrivain? Oui, évidemment. Je pense que même je dois avoir parmi les invités aujourd'hui qui nous écoutent des élèves, je veux dire. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, toute idée vient de notre corps, de nous-mêmes, je veux dire. Et oui, c'est indissociable. L'écriture est une passion comme n'importe quelle passion. Et la passion est d'essence un déséquilibre, parce que pour être passionné à quelque chose, il faut enlever à beaucoup d'autres choses à côté. Et cette passion brûlante, naturellement, elle ressort d'une manière ou d'une autre, à plus forte raison quand on est, quand on est à l'école. Donc, l'emphase est mise généralement sur l'écriture, sur le conte, sur le partage. Et puis, mes élèves, par exemple, je ramène tout. Je ramène tout par l'histoire, par le conte, par la littérature, disons, y compris les mathématiques. Et je dis humblement que ça fonctionne tant bien que mal, parce que les enfants, c'est l'origine de la philosophie, c'est l'enfance. Hein, c'est l'enfant qui se pose les questions les plus folles. Alors qu'une fois qu'on devient adulte, on a honte, on est gêné de poser certaines questions. Alors, c'est pour ça qu'on dit que, comme l'expliquait Kant quelque part, que la philosophie est originaire de l'enfant. Et je peux te dire que notre relation, je veux dire ma relation avec mes élèves, a de tout temps été réciproque. Je peux même dire qu'ils m'ont nourri davantage que je ne les nourris, que je les nourrissais. Parce qu'ils me ramenaient dans des zones inexplorées, parfois inconfortables, mais ils te poussent vers le meilleur de toi-même immanquablement. Donc, et de temps à autre, le plus grand bonheur, c'est quand tu découvres que l'une ou l'autre
a écrit un texte, etc. Et puis il t'envoie des années plus tard et il dit Monsieur Léonard, j'aimerais bien. Là, je pars particulièrement d'une élève qui est déjà, je pense, une écrivaine en herbe. Et puis, voilà, c'est le bonheur de chaque enseignant que de voir ça. Mais donc, chez l'écrivain, mais aussi ce que tu disais par rapport aux enfants, ou, que ça nous pousse à nous poser des questions, que ça nous emmène dans des zones dans lesquelles on n'avait pas pensé ou qu'on ne souhaitait pas, ou qu'on craignait explorer. Est-ce que l'écrivain aussi doit faire ça? Nous faire poser des questions, nous brasser un peu, aussi nous sortir de notre zone, nous faire voir, nous emmener dans une altérité, hein, qui est ton thème de prédilection aussi, donc nous mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre aussi. C'est une belle phrase d'Aimé Césaire qui disait, je ne me rappelle pas exactement du poème, le meilleur des rendez-vous, c'est le rendez-vous avec nous-mêmes. On peut dire la même chose que de ce que disait Gandhi. Le plus grand des voyages, c'est le voyage qu'on fait en nous-mêmes. Mais oui, c'est difficile. Hein. Dit comme ça, c'est facile de se remettre en cause en permanence. Mais le fait d'être exposé quotidiennement à toutes sortes de vérités, à toutes sortes de cultures, à toutes sortes d'identités, entre parenthèses, est déjà en soi une remise en cause parce que lorsque on additionne les points de vue, on ne peut pas sortir avec le premier point de vue, le point de vue du départ. Naturellement, on est renforcé, on additionne quelque chose de la vérité de l'autre. Donc, c'est une co-construction permanente. Mm-hmm. Qui peut se passer aussi donc par la littérature aussi, hein, en se nourrissant de mots des autres, de pensées des autres. Quand tu enseignes dans un milieu comme le mien, c'est-à-dire à Ottawa, et puis que tu as dans une école plusieurs dizaines de cultures, dans d'autres écoles plus loin et plus grandes, on peut atteindre des centaines de cultures, naturellement, on se remet en cause et naturellement, on apprend de chaque culture. Par exemple, je donne l'exemple toujours des boîtes à dîner à midi, lorsque les enfants ouvrent ils sont à leur nourriture. C'est une abolition, qu'on le veuille ou pas, de la géographie mondiale. C'est une redéfinition de l'espace-temps. C'est le monde qui arrive, qui s'abrège à une salle de classe, et tu as un peu du Liban, un peu de l'Algérie, un peu de la France, un peu de l'Italie, un peu de la Russie, un peu de tout. Et donc, même dans le discours que tu tiens à ces enfants, tu dois savoir parler aux gens parce que les codes culturels sont différents, parce que ceci, parce que cela. Je voulais te faire parler aussi, en fait, j'aimerais citer un extrait, là. Et si la solution du monde n'était pas la marche et la révolution, mais la lecture, les livres qui révolutionnent d'abord les âmes. C'est pour ça que je te parlais de ça, parce que j'ai l'impression que tu essaies de changer le monde, un lecteur ou une lectrice à la fois avec tes romans, non? Est-ce qu'on peut dire ça? Ah, bien évidemment, je veux dire, qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés, disait le fondateur du théâtre moderne italien, Goldoni. Et lorsqu'on parle de pays, on ne parle pas uniquement de pays géographiques, on parle du pays aussi par les livres. Chaque livre nous ouvre sur des milliers d'autres possibilités. Et le livre, c'est l'addition des voyages, l'addition des vérités qui fait que on devient naturellement plus ouvert, on devient naturellement plus multiple, on revendique naturellement davantage de pans. Je veux dire, on peut prendre le plus raciste, et on le met dans un contexte au-delà de son idéologie, au-delà de sa vérité, on le met dans un contexte où il doit être avec l'autre, où il doit composer sa vérité avec celle de l'autre, où il doit interagir humainement avec l'autre.
il changera naturellement. Donc, et ce qui se passe de nos jours un petit peu dans le monde entier, on a l'impression, y compris dans les sociétés démocratiques, qu'on investit de moins en moins dans l'éducation. Or, l'éducation, c'est l'investissement premier dans une société. Quand tu vois un homme politique qui te dit qu'une bibliothèque, ça ne sert à rien, c'est que le bonhomme n'a rien compris de la vie. C'est Confucius qui disait, si vous voulez d'un pays pour 1 an, planter du riz, si vous voulez d'un pays pour 10 ans, planter des arbres, si vous voulez d'un pays pour 100 ans, éduquer les enfants. Et lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, on parle de les ouvrir sur le monde, sur la multiplicité, sur le vivre ensemble, leur apprendre que sa vérité, elle est le fruit d'une culture, elle est le fruit d'un espace-temps. Et il a tous les droits du monde de s'y attacher, mais à condition de ne pas l'imposer à l'autre. Tout simplement. Oui, tellement. Je dirais amen, si on peut dire ça. J'invite les gens sur Facebook ou dans la fonction discussion à nous écrire vos questions. J'ai reçu 2 commentaires et une question. Je vais lire la question un petit peu après parce que j'aurai une question avant qui va s'y rattacher. Mais juste dire, on a un commentaire de Akli Mzienne qui dit « L'enseignant en lui, Louenas, l'a magistralement réprimé et Dieu sait que ce n'est pas chose aisée. » Alors, voilà. Merci, Akli. Merci, cher ami. Et il y a Zahir Ouali qui dit « Fou d'Alam est, selon ma lecture, un triomphe de l'amour sur la fatalité et l'adversité imposée par l'inédite pandémie, tout comme Garcia Marquez a fait triompher l'amour au temps du choléra. Un chef-d'œuvre, selon mon humble avis, plein d'images poétiques qui ravissent l'œil et l'oreille musicale du lecteur. Bravo. » Alors, ça, c'est énormément. Toujours agréable à entendre. Je suis flatté. Je voulais t'emmener vers le rêve parce que Alam, comme tu l'as dit, signifie rêve en arabe. La coureuse des vents est dédiée aux rêveurs aussi. Puis tes personnages aussi sont beaucoup des rêveurs, malgré la morosité ambiante, la répression. Ils sont toujours en train quand même de rêver à un pays meilleur, à une contrée où les artistes aussi pourraient vivre librement, s'exprimer librement. Toi, est-ce qu'on doit comprendre que dans le fond, dans un pays où l'horizon est bloqué, où les prisons sont intériorisées, comme tu dis, il reste le rêve seulement pour survivre, pour respirer? Ça, je pense que dans la République de l'Abîme, c'est comme dans la République de l'Abîme, comme dans Fou d'Alam, le sujet revient d'une manière incessante, surtout dans la République de l'Abîme, lorsque un État qui est une dictature théocratique religieuse, donc c'est une dystopie, la République de l'Abîme, qui croit avoir uniformisé, formaté toute la société. Ça veut dire qu'il ignore totalement ce qu'est la vie. La vie est différente d'essence, et la vie n'est pas bonne ou mauvaise, elle est la vie. Quand on réprime, on interdit, on dit aux gens qu'il faut penser de la même façon, qu'il faut avoir la même idée, qu'il faut croire en la même chose, etc., on est tout simplement en train de leur dire « ne faites pas comme est la vie ». Qu'est-ce qui se passe? Les gens développent des systèmes parallèles. Ils transmettent les livres clandestinement, ils construisent, ils transmettent la musique. Il y a l'image dans la République de l'Abîme d'un Noé qui essaie de sauver les genres musicaux, les guérisseurs par la musique, etc. La vie est ainsi faite. C'est ce qui se passe un petit peu dans l'histoire de Fou d'Alam, c'est que au moment où le pays croit avoir, enfin l'État croit avoir repris du poil de la bête et qui peut réduire au silence total les gens qui s'expriment, la parole, on va dire, entre parenthèses, subversive, eh bien, la vie continue. Des enfants lui sont faits dans son dos par des amours, par des histoires d'amour, par des gens qui lisent, qui préparent l'horizon, par des gens qui remettent en cause un tas de choses. La vie avance. Et la vie, ce n'est pas l'événement de la répression ou l'événement de la pandémie qui la changera. La quotidienneté est là.
elle change tous les jours. On a beau essayer d'uniformiser au nom d'une idéologie comme l'islam politique, au nom d'une idéologie comme n'importe quelle, une idéologie, je veux dire, qui colore un pouvoir, la vie continue. Les humains de partout sur la Terre sont pareils. On ne peut pas empêcher le berbère d'être berbère, on ne peut pas empêcher la femme de revendiquer son droit de vivre dignement, on ne peut pas empêcher chaque être humain sur Terre d'aspirer à une vie meilleure. C'est le désir, le désir, l'essence même de la vie, hein, pour ne pas dire le conatus. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il y a les rêveurs, justement, qui nous permettent d'espérer puis d'avancer. Puis ton personnage d'Elian aussi, qui est un peu, je vais dire rêveur, mais dans le sens qui est idéaliste, qui veut pas courber les chines, qui veut vivre sa vie aussi, les jeunes. Il va être emprisonné pour ses écrits parce qu'il y a des opinions ses opinions contre le pays, contre la religion, ses opinions politiques, dis-je. Est-ce que toi, la question qui m'est venue, est-ce que toi, tes livres auraient pu exister comme ils sont maintenant si tu étais en Algérie encore? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire, c'est que les médias font voir un petit peu le côté sombre des choses, et je reproche rien aux médias, hein, contrairement aux bâtisseurs de toutes sortes de théorèmes, parce que malheureusement, c'est ainsi l'histoire du journalisme. J'ai une formation de journaliste au départ, donc je sais de quoi je parle. Le journaliste est là pour apporter quelque chose qui ne va pas, et heureusement, hein, c'est les journalistes, les chiens de la démocratie. Mais on parlait tout à l'heure de la vie, c'est justement ça, c'est que il y a des éditions en Algérie, il y a des écrivains qui osent, il y a des poètes qui, etc. Actuellement, il y a plus de 300 prisonniers d'opinion. Le roman commence par une dédicace pour ces gens et pour les détenus d'opinion du monde entier, parce qu'ils sont là, ils sont en prison, parce qu'ils rêvent à une vie meilleure. Et oui, les romans, ils auraient pu être publiés. Il y a des romans qui circulent. C'est comme ce qui se passe actuellement, par exemple en Iran. On peut fermer tous les sites du monde. Mais est-ce que ça aurait été risqué pour toi, par exemple? Est-ce que ça aurait été... est-ce que tu aurais pu subir de la censure ou de la répression quelconque? C'est une question à laquelle je ne pense pas réellement. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui ont davantage risqué leur vie, davantage osé que moi, et qui sont allés en prison ou qui continuent de lutter dans la vie de tous les jours. Mais, tu sais, on est passé d'un État autoritaire à un État, à une dictature depuis la pandémie, hein, pour faire court, hein, à une dictature ou presque, hein, parce que je suis quelqu'un qui fait très attention au concept. Et pourquoi on n'hésite plus à dire le mot dictature? Parce que on n'a jamais vu ça depuis qu'on emprisonne des gens pour un point de vue aussi simple, pour marcher tout simplement dans la rue, et ils se retrouvent en prison. Donc, c'est un risque, oui, comme n'importe quel citoyen qui rêve d'une Algérie meilleure, d'un État démocratique immanquablement à venir, de toute manière, tôt ou tard. On l'espère. Ce qui m'amène à la question que posait Hakim Zien. Donc, il dit, ou elle dit, pardon, roman exquis à tous égards. Ma question, penses-tu que le citoyen algérien n'a aucune responsabilité quant à la situation catastrophique que vit son pays? Tu as critiqué le gouvernement à juste titre d'ailleurs, mais non, le gouvernant à juste titre d'ailleurs, mais pas le gouverné. Non, Hakim, je ne suis pas d'accord avec le constat. Le premier, je critiquais Le dans gouvernant. tout le roman, je dis que l'État est originaire de nous.
il est à l'image de notre école, il est à l'image du désastre caractéristique, pensé presque, réfléchi longtemps, parce qu'il y a une manne pétrolière, il y a un pays riche, il y a un sous-sol très riche, donc on s'en fout, ou presque, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir du petit peuple, pour faire court et pour le dire aussi vulgairement. Je sais que la question est beaucoup plus complexe que ça, mais je vais répondre un petit peu. On m'a déjà dit, c'est un ami qui me dit pourquoi le papa et la maman des lions ne sont pas faits comme le commun des parents de chez nous, à savoir, c'est des parents un petit peu progressistes, un petit peu modernistes, etc. Eh ben, parce que justement, c'était pour sortir un petit peu de... C'est pour dire que dans cette société qui aspire, qui rêve, il y a des gens qui essaient de faire de leur mieux, mais il y a une majorité, d'ailleurs, c'est ce que raconte le philosophe, qui est le personnage central du début à la fin, c'est qu'on ne changera pas la société par un grand événement, il ne suffit pas de marcher dans la rue, parce que le diable qui se cache dans le détail, c'est après que nous ayons déversé, comme dirait le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, que nous ayons déversé une révolution dans un boulevard ou dans une rue, il restait le réel. Et le réel, il s'en fout de l'idéologie, il s'en fout de tout. Le réel, est-ce que nous sommes capables de vivre ensemble? Quand je dis ensemble, ça veut dire les athées et les croyants, les hommes et les femmes. Est-ce qu'on est capable de mettre aux oubliettes un code de la famille aussi archaïque que celui 1992-1984? Est-ce qu'on est capable? C'est ça le détail. Et le roman, justement, il déconstruit tout au long de la trame ces impensés auxquels on ne veut pas s'attaquer, on ne veut pas les voir de front, parce que malheureusement, la société, toute société au monde, s'il n'y a pas un coup de hache, comme dirait Kafka, un coup de hache dans la mer gelée en nous, pour la briser, etc., et pour faire plus vulgairement, s'il n'y a pas quelque chose pour casser l'idée du troupeau, je ne m'estime pas berger, hein, loin de moi la prétention, mais dans le sens, je parle de n'importe quelle société. Les lumières au risque, je le dis tout le temps, les lumières qui ont révolutionné le monde, qui nous ont apporté la modernité aujourd'hui, ce n'est pas la majorité qui l'ont fait, ce sont des individus. Etc. Et il fallait que des gens tiennent la main à ces gens pour leur apprendre c'est quoi la raison, c'est quoi l'entendement, c'est quoi que la laïcité est meilleure que gouverner avec la vérité de chacun, que l'égalité, c'est pour le bénéfice de tous, c'est pas juste une idée juste comme ça pour faire plaisir, non, c'est parce que une société fonctionne mieux. C'est Averroès qui disait au XIIe siècle déjà que le monde musulman se prive de 50% de ses capacités, c'est-à-dire 50%, c'est les femmes. Alors, si on ne traite pas l'une des questions les plus urgentes et les plus sensibles dans nos sociétés, on n'avancera pas. Donc, je critique aussi bien d'ailleurs, le personnage central, il se critique même lui-même. Il se critique même lui-même, il se remet en cause, il se dit, est-ce que je ne suis pas assis sur certaines certitudes, sur des théorèmes modernistes, etc. Est-ce qu'il se questionne lui aussi? C'est une excellente réponse et qui pourrait nécessiter une rencontre complète peut-être à discuter là-dessus. Et on a une autre question assez vaste et intéressante. Tu dis que chacun a sa vérité propre à lui. Peux-tu nous parler de ta vérité, demande Farid Chaban. Farid Chaban, merci cher ami pour ta question. Ma vérité, c'est que je pars d'un lieu, je suis l'enfant d'un village, je suis l'enfant de la Méditerranée, c'est très important. Je suis un berbère, kabyle, mais je suis aussi, j'ai additionné à mes identités originales un tas d'autres identités. Donc, je suis un peu de tous les livres que j'ai lus, de toutes les rencontres que j'ai faites, de toutes les cultures que j'ai eues. Je prends le meilleur de chaque culture et il n'y a pas une société plus parfaite
tout est perfectible dans ce monde, mais la vérité à moi, c'est que je n'en ai aucune idée réellement. Je veux dire, je me construis tous les jours, j'apprends tous les jours, et j'essaie de grandir grâce à mes lectures, grâce à mes rencontres, etc. Voilà. Mais une chose est sûre, je pense pouvoir dire que je ferai de mon mieux pour être toujours quelqu'un qui écoute l'autre. Je ferai de mon mieux pour être toujours la personne qui ne croit pas détenir la vérité, justement. Merci. Elena Martinez demande combien de mois ou d'années pour écrire votre dernier roman? Il me semble vraiment bien documenté. Alors, comme je te disais tout à l'heure, Lisanne, merci pour cette question. Je l'ai écrit le jet premier en 3 mois. Mais alors, 3 mois, quand je dis 3 mois, c'est jour et nuit. Et puis, il fallait en même temps, entre-temps, que je me tape beaucoup de textes, beaucoup de recherches scientifiques, des livres philosophiques. J'ai relu des classiques comme 1984, comme La peste, comme L'amour au temps du coronavirus, L'amour au temps du choléra. Donc, il y a certains sujets, je me suis tapé même des articles scientifiques, notamment celui du grand anthropologue décédé québécois, le frère de Denis Arcand, je pense Michel Arcand. C'est un grand anthropologue spécialiste de la gérontologie, et c'est de lui l'idée de la vieillesse. Il dit qu'il n'y a pas un endroit au monde où les vieux sont aussi maltraités qu'en Occident, paradoxalement, et dans certaines sociétés primitives ou en rapport. Pourquoi je dis ça? Par exemple, dans le personnage, il s'agit de 2 grands-mères. Dans le roman, il y a 2 grands-mères. Et ces 2 grands-mères, l'une est octogénaire, l'autre est nanogénaire, ils dépassent 80 ans, 90 ans, mais ils sont considérés comme les chefs de leur famille. Comme, ça veut dire il n'y a pas la coupure qui arrive comme en Occident après la retraite. Ils continuent de vivre dans la société, non seulement comme le commun des mortels, mais je veux dire davantage que le commun des mortels. Ils deviennent des chefs par leur sagesse, par leur expérience. C'est-à-dire, et je trouve que si on a accès à toutes ces libertés en Occident, à toute cette aisance matérielle, il reste ce pas à faire, peut-être que s'inspirer des sociétés. Je parle par exemple de mon village, de ma ville. Je ne connais pas un seul vieux, aîné, d'ailleurs on ne les appelle pas vieux, aînés, qui soit dans une maison de retraite. Moi personnellement. En même temps, je comprends les gens, je comprends, c'est pas la question. Je veux dire, c'est la société industrielle qui impose ça. Mais on s'entend que c'est peut-être pas la meilleure façon de finir sa vie, hein? On a un commentaire ici de Mustapha Amarouche. Je voudrais revenir sur la comparaison judicieuse entre fou d'Allah et fou d'Alam. Un fou d'Allah nie la beauté, combat la liberté et trouve la vie inutile. Seul l'au-delà attise ses rêves. Le fou d'Allah est un cadavre animé. Par contre, le fou d'Alam de Louenas est attaché profondément à la vie. Il aime Alam car il est vivant, il a des émotions, des rêves, des objectifs dans la vie. Le fou d'Alam est l'antithèse du fou d'Allah. Et dans la lutte qui oppose les laïcs et les islamistes en terre d'islam, le fou d'Allah veut éliminer le fou d'Alam. L'islamisme est une guerre contre la vie et donc contre l'amour. C'est tellement bien dit. Est-ce que c'est ça? C'est un écrivain romancier qui parle. Hein, ah, c'est ça. Il a une plume incisive, donc je souscris entièrement à ce qu'il écrit. J'aime beaucoup sa plume. Mais oui, c'est tout détenteur de la vérité, à commencer par l'islamiste, considère que toutes les vérités ne valent même pas la peine d'être écoutées, encore moins d'avoir un peu d'influence en société. Regarde par exemple dans nos sociétés, les sociétés dites musulmanes, la religion étouffe nos sociétés, qu'on le veuille ou pas. Et puis, les possibilités de dépassement de l'islamisme ou de l'islam politique dans nos sociétés existent à l'intérieur de l'islam lui-même. Parce que dans l'histoire de la civilisation musulmane, il y a de grands courants philosophiques, de grands courants humanistes qui ont traversé
cette grande civilisation, comme les Mutazilites, comme les Karmates au XIIe siècle, qui ont essayé un mouvement égalitariste pendant 200 ans, comme des penseurs comme Ibn Rushd. À partir du XIIe siècle, selon les historiens spécialistes de l'islam comme Mohamed Arcon, le monde d'islam a cessé de réfléchir et puis on a remplacé la pensée, la philosophie, etc., on l'a remplacé par le dogme. Tout ce qui est contradiction, tout ce qui est multiplicité, on l'a assassiné. Et puis, restent aujourd'hui les gens qui essaient d'imposer leur vérité dans le monde entier et qui ne veulent même pas délier écouter la vérité de l'autre. Donc, nous, en tant qu'auteurs, journalistes, ou je ne sais pas, et qui sommes originaires de ce monde, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, portés par une certaine responsabilité de dire non, c'est dans nos sociétés, il y a des démocrates, il y a des laïcs, il y a des gens qui essayent de faire leur mieux. Et il n'y a pas un endroit au monde où on paye cher, justement, cette violence au nom d'Allah ou au nom d'une religion, comme dans nos pays, comme dans le monde où nous vivons. Et puis, il y a malheureusement, c'est malheureux à dire, un aplaventrisme dans les sociétés occidentales aujourd'hui. On a une dernière question. Merci de cette réponse. On a une dernière question, puis là, on arrive à la fin. Donc, Férouz Jaffri qui demande comment vous vient l'inspiration? Je dis bonjour d'abord à Férouz. Merci d'être là, cher ami. Et l'inspiration, c'est comme toute chose. Comme fou d'Alam, je pense que les événements l'ont imposé quelque part parce que nous étions face à quelque chose et puis on a dans la tête quelques romans qui traînent comme L'amour automne du choléra, comme 1984, George Orwell ou La peste d'Albert Camus. Et on se dit, oui, c'est prétentieux, mais pourquoi pas écrire quelque chose qui serait une peinture d'une époque. Je pense que j'ai essayé de peindre un moment. Pour te dire, la première fois que j'ai essayé, j'ai écrit en une journée une vingtaine de pages et puis j'ai trouvé que ce que j'ai écrit le premier jour était beau. Bien sûr, il ne faut pas le lire plusieurs fois, hein, parce qu'à force de le relire, tu découvres qu'en fait, tu n'as rien écrit. Et puis, j'ai démarré. Donc, ce qui peut inspirer, c'est parfois une petite histoire de rien du tout. Et puis, tu te dis, je vais écrire une nouvelle de quelques pages. Et puis, moi, je n'ai pas l'art d'écrire les nouvelles parce que c'est vraiment un art. Même des livres jeunesse, des livres de littérature jeunesse, à chaque fois que j'essaye, je me dis 3 pages, mes enfants me reprochent ça et puis je finis avec 20 et puis ça va vers le roman toujours. Merci Je pense qu'il n'y a pas, mais pour défendre un petit peu le roman, il n'y a pas quelque chose en littérature qui dit plus profondément une société comme un roman. C'est pour ça que si j'avais la possibilité de n'écrire que des romans, j'écrirais que des romans, et pour adultes peut-être, même si mes élèves ils me disent quand est-ce que le roman pour enfants ou l'album jeunesse. Bon, ben moi qui avais une question que je n'ai pas eu le temps de poser sur quel sera ton prochain livre, on va regarder peut-être du côté de la littérature jeunesse, qui sait, pour le prochain. Merci beaucoup, Louenas, d'avoir répondu si généreusement à mes questions, aux questions du public aussi. Merci vraiment beaucoup au public d'avoir participé, d'avoir été là, autant sur Facebook que sur Zoom. Je vous invite à ceux qui ne le connaissaient pas encore à lire les romans de Louenas, que La coureuse des vents, La République de l'abîme et Fou d'Alam sont plus récents aux éditions David. Je vais maintenant céder la parole à Yves Turbide, qui est directeur général de l'AOF, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisanne. Merci infiniment, Louenas. Rencontre plus qu'intéressante, vraiment. Ça nous donne vraiment le goût de se plonger dans tes romans. Alors, sur ce, cher public, je vous remercie d'avoir assisté à cette rencontre, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre fidélité.
J'en profite pour vous inviter à la prochaine rencontre, celle qui se déroulera le mercredi 30 novembre à 19 h. Nous accueillerons l'autrice qui demeure dans la région de Toronto, Madame Michel Laframboise, et il sera sûrement question de science-fiction. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.